Du défi 3. Alors, présentation du défi 3. Le défi 3 s'intitule comme suit: une communauté métropolitaine offrant des milieux de vie plus inclusifs et attractifs. Donc, ce défi-là va regrouper 4 orientations du PEMAD révisé qui sont toutes déterminantes pour la qualité des milieux de vie et qui contribuent grandement à l'attractivité de notre territoire. Alors, on retrouve l'orientation 3 sur les milieux de vie durables, l'orientation 6 sur les paysages identitaires, l'orientation 7 sur les espaces naturels, récréotouristiques et patrimoniaux, et l'orientation 8 sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, d'abord, l'orientation 3 sur les milieux de vie durables, quelques éléments de contexte. On retrouve une grande diversité de milieux de vie sur notre territoire qui doivent s'adapter pour demeurer attractifs tout en préservant leurs caractéristiques. Donc, en effet, la grande superficie de notre territoire et les différents milieux de vie urbains, périurbains ou rurbains ont pour effet de créer une grande diversité. Donc, peu importe les types de milieux, leur attractivité dépendra de plusieurs facteurs: la mobilité, la qualité de vie, l'accessibilité à des parcs et espaces verts, la qualité du cadre bâti, du paysage, etc. Donc, il faut travailler sur l'ensemble de ces éléments. Des milieux de vie inclusifs qui doivent répondre aux besoins spécifiques des individus les plus vulnérables. Donc, il est important de veiller à inclure tous les citoyens et citoyennes dans nos interventions, et ce, sans égard à leur âge, leur sexe, leur genre, leur origine, leurs conditions physiques, leurs revenus, etc., afin d'offrir des espaces collectifs sécuritaires, ouverts à tous et rassembleurs. Des milieux de vie qui contribuent à une meilleure santé de la population. Donc, effectivement, le lien entre aménagement du territoire et santé est maintenant bien connu et le PEMAD doit permettre, selon nous, d'y contribuer. Et finalement, des milieux de vie résilients qui s'adaptent aux différents aléas auxquels ils font face. Donc, les changements climatiques qui sont intégrés de façon transversale dans notre PEMAD impactent les milieux de vie, notamment par les îlots de chaleur et en créant aussi une pression sur les infrastructures. Donc, on doit prévoir diverses mesures pour améliorer la résilience de nos milieux de vie, autant ceux existants que les futurs. Premier objectif de l'orientation sur les milieux de vie durables est de favoriser la mise en place de milieux de vie durables et d'aménagement de qualité qui répondent à des considérations environnementales, sociales et économiques et contribuant à la santé de la population. Alors, le PEMAD qui est en vigueur avait déjà beaucoup de contenu là, sur la qualité des milieux de vie, donc on l'a simplement révisé en ajoutant spécifiquement la notion de santé en lien avec l'aménagement du territoire afin de s'assurer que nos milieux de vie contribuent à la santé de la population. On est bien conscient que des améliorations sont à apporter au document en ce sens et on a bien hâte d'entendre vos propositions. On a aussi mis plus d'emphase sur la notion de mixité fonctionnelle ou diversification des fonctions pour avoir un éventail de fonctions dans un même milieu. Donc, la mixité, c'est vraiment traité ici comme un élément d'attractivité dans un milieu de vie. Il y a d'autres notions importantes aussi comme la mixité sociale et la densité qui étaient déjà intégrées dans le PEMAD en vigueur et qui sont évidemment conservées dans le PEMAD révisé. On voit ici l'image du concept de quartier de 20 minutes de Portland qui a été repris par de nombreuses métropoles dans le monde. Donc, on le met ici comme inspiration. Et cette approche-là repose sur la création de quartiers dans lesquels la majorité des résidents vont pouvoir accéder à leurs besoins quotidiens par un mode de transport durable. Donc, travailler, habiter, restaurer, se déplacer, faire du sport, etc. Aussi, avec cet objectif, on souhaite mieux intégrer la mobilité durable, les parcs, les espaces verts et le verdissement à la planification des milieux de vie. Donc, il y a diverses mesures qui sont proposées au PEMAD en ce sens. Et finalement, on prévoit également des mesures relatives à l'environnement urbain, au cadre bâti et à la sécurité. Par exemple, on propose de considérer le concept de rue conviviale, la construction de bâtiments durables en citant par exemple des programmes comme Nouveau Climat, LEED ou BOMA, et aussi de travailler sur la sécurité des citoyens, notamment par l'éclairage et aussi des espaces pour les déplacements sécuritaires. Ensuite, l'objectif 14, améliorer la résilience des milieux de vie dans une optique de durabilité et face aux impacts des changements climatiques. Donc, dans l'optique d'aménager des milieux de vie de façon durable, la prise en compte des changements climatiques doit vraiment être au cœur de nos interventions. Donc, on sait que ce phénomène-là va entraîner notamment
l'augmentation de la fréquence, l'ampleur des épisodes climatiques extrêmes. Ça va aussi créer une pression sur les infrastructures et les équipements municipaux, tout en accentuant leur dégradation. Donc, on souhaite prévoir le verdissement et la création d'infrastructures naturelles lors de réaménagements urbains ou la création de nouveaux quartiers. Donc, plusieurs mesures sont proposées au PEMAD, des marais filtrants, des toitures végétalisées, la réduction de superficie minérale ou le maintien, par exemple, des espaces de liberté des cours d'eau. Ensuite, objectif 15 est celui de créer des lieux d'emploi de qualité et qui distinguent la région métropolitaine. Alors, les mesures qui sont proposées relatives à l'aménagement des lieux d'emploi sont vraiment des mesures qualitatives. Donc, tout ce qui est par rapport à la localisation des lieux d'emploi, ça va plutôt être dans les orientations 1 et 2. Donc, les exemples, voici quelques exemples de mesures en ce sens, des aménagements pour le transport actif et collectif, des aménagements extérieurs et espaces verts. Ça peut être des ouvertures de façades qui vont contribuer à l'animation de la rue et au dynamisme du secteur, en fait, du milieu de vie. Et aussi, par exemple, des aires d'entreposage qui sont non visibles. Donc, ensuite, on passe à l'orientation 6 sur nos paysages identitaires. Donc, cette orientation-là repose sur le fait qu'on a des paysages exceptionnels qui jouissent d'une reconnaissance mondiale. Donc, en effet, notre territoire se démarque par sa morphologie distinctive de montagnes et de vallées qui vont donner lieu à une diversité de paysages qui reflètent entre autres notre identité et qui bénéficient aussi d'une reconnaissance mondiale par l'UNESCO. Les paysages constituent un bien public qui reflète l'identité de la région et de ses résidents. L'aspect identitaire aussi est important là, pour créer des milieux de vie authentiques qui vont contribuer non seulement à la qualité de notre cadre de vie, mais aussi au bien-être des résidents. Les paysages en évolution qui sont parfois insuffisamment protégés et valorisés. Notre territoire étant en constante évolution et changement, il y a certaines interventions qui sont mal harmonisées et qui peuvent parfois occasionner une banalisation des paysages. Et finalement, le fleuve, un élément identitaire qui contribue grandement à la qualité paysagère, mais dont certains aspects restent à valoriser. Anthony va nous présenter un peu plus tard l'orientation 8 sur le fleuve qui concerne le parcours du fleuve et la trame verte et bleue. Mais dans l'orientation sur les paysages, on traite le fleuve en tant qu'atout majeur de notre développement économique, culturel et social et sous l'angle de sa contribution à notre identité et surtout sous l'angle de sa qualité paysagère. Donc, premier objectif de l'orientation sur les paysages est de reconnaître les unités de paysage d'intérêt métropolitain et contribuer à leur préservation, leur valorisation, leur aménagement et leur planification en relation avec leurs caractéristiques distinctives. Alors, cet objectif-là repose sur la connaissance fine du territoire à l'aide des unités de paysage d'intérêt métropolitain. Donc, les unités de paysage, c'est un découpage géographique là, qui est basé sur le cadre écologique de référence du ministère de l'Environnement. Cette délimitation repose sur les éléments physiques du territoire qui résultent d'une évolution dans le temps. Donc, forme du relief, géologie, dépôt de surface, configuration du réseau hydrographique, par exemple. Donc, les unités qui sont qualifiées d'intérêt métropolitain vont présenter un plus grand intérêt au niveau de leurs composantes paysagères et on les voit sur la carte à l'écran en grisé. Donc, ce qui est demandé à nos composantes, c'est de les identifier dans un premier temps et aussi et surtout d'identifier et considérer leurs caractéristiques distinctives dans la planification du territoire. Donc, afin de les aider, de les accompagner là-dedans, on est à réaliser un portrait des unités de paysage d'intérêt métropolitain qu'on va diffuser dans les prochains mois. Ensuite, orientation objectif 27, protéger et améliorer l'accessibilité aux points de vue permettant de saisir les paysages d'intérêt et les éléments distinctifs de la capitale. Donc, cet objectif-là repose principalement sur l'identification de points de vue de façon à les considérer, les protéger et les mettre en valeur. Donc, il y a différentes mesures qui sont proposées au PEMAD en lien avec ces points de vue, dont maintenir l'accessibilité, les relier par des réseaux récréatifs et en tenir compte là, dans la réalisation de projets majeurs.
Ensuite, l'objectif 28 est de renforcer l'identité et contribuer à l'attractivité de la région en accordant une attention particulière à l'aménagement du réseau routier d'intérêt métropolitain qui constitue les principales portes d'entrée de la région. Alors, il s'agit ici d'abord d'identifier le réseau routier d'intérêt métropolitain, ainsi que les principales portes d'entrée à la région et aussi le parcours d'accueil de la capitale là, qui est mis de l'avant par la Commission de la capitale nationale du Québec, qui est en orangé et vert sur la carte. Donc, on demande à nos composantes de contribuer à la mise en valeur de ce réseau-là par le contrôle des interventions aux abords des axes afin qu'ils contribuent à l'image distinctive des paysages perçus à partir de ces axes-là. Donc, les mesures sont diverses. Ça peut être le contrôle des infrastructures, la qualité d'aménagement, le verdissement aux abords de ces axes ou la mise en valeur de percées visuelles. Et finalement, le dernier objectif de l'orientation sur les paysages est de protéger et mettre en valeur les paysages fluviaux et en tirer profit par des interventions s'intégrant aux qualités naturelles, culturelles, visuelles et patrimoniales du fleuve. Donc, cet objectif-là se base sur l'identification des bassins visuels qui correspondent à l'ensemble des surfaces qui sont visibles à partir du fleuve et de la rive opposée. Donc, on voit dans la légende ici les trois différents niveaux de bassins visuels, rapprochés, intermédiaires et éloignés. Cette délimitation-là est ensuite liée à des mesures de protection de mise en valeur des paysages selon le type de bassin visuel. Donc, par exemple, ça peut être la prohibition de nouvelles activités d'extraction dans le bassin visuel rapproché, l'identification par un statut particulier dans les schémas d'aménagement, ça peut être par une affectation ou l'identification de secteurs d'intérêt et l'intégration harmonieuse de l'affichage et des réseaux aériens. Donc, ce sont des exemples de mesures là, qui sont proposées là, dans le PEMAD. Alors, ça fait le tour pour l'orientation 6. Je cède la parole à ma collègue Carole pour la suite. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de l'orientation 7 qui concerne les espaces naturels, récréotouristiques et patrimoniaux. En fait, le contexte, je pense que vous savez tous que le territoire de la CMQ possède de grands atouts par la quantité et la diversité de ses espaces naturels, ses concentrations récréotouristiques, ses corridors récréatifs et bien sûr, son patrimoine bâti. Il contribue à la qualité de vie de la population, à l'attractivité du territoire, à la protection de la biodiversité et à la diversification de l'économie régionale. On sait aussi que l'implantation des concentrations récréotouristiques demeure souvent le résultat d'initiatives isolées et se définissent rarement en lien avec une vision d'ensemble. Ils sont généralement en périphérie des milieux urbanisés et ne sont pas toujours accessibles à une clientèle qui est non motorisée. On a quand même la chance d'avoir des grands corridors, des grands concentrations récréotouristiques, corridors récréatifs quand même pas trop loin de la population, mais on sait qu'ils sont souvent en périphérie. Pourtant, on a une demande pour des activités de plein air à proximité des lieux de ces résidences de plus en plus en augmentation. La COVID nous a fait réaliser l'importance d'avoir des lieux près de la maison. Notre patrimoine, on sait que notre patrimoine, c'est une grande richesse qui contribue fortement à la vitalité de l'activité touristique du territoire. Plusieurs espaces patrimoniaux, naturels et récréotouristiques restent cependant peu valorisés, alors qu'ils constituent des opportunités à saisir pour maintenir la qualité de vie, les services écosystémiques et valoriser certains milieux. On a juste à penser à la Grande Plaie Bleue. De nombreux ensembles patrimoniaux, espaces naturels et récréotouristiques ne jouissent pas d'une reconnaissance officielle et ces derniers sont menacés de disparaître. Je pense qu'on en a vu, on connaît tous des lieux qui ont disparu. Et de nombreux milieux écologiques ont disparu et d'autres sont menacés. Alors ça, c'est le contexte et on souhaite améliorer la situation. L'objectif en lien avec le patrimoine, ce qu'on souhaite, c'est favoriser un aménagement et un développement du territoire soucieux de la protection du patrimoine. Ce qu'on demande, c'est d'identifier les grands ensembles patrimoniaux et axes anciens d'intérêt métropolitain et les considérer dans la planification du territoire.
Puis on veut aussi élaborer un projet d'aménagement culturel pour favoriser un aménagement et un développement du territoire soucieux de la protection du territoire culturel. Lorsqu'on parle de densification, de consolidation à l'intérieur d'un périmètre urbain, puis qu'on se retrouve dans un grand ensemble patrimonial ou le long d'un axe ancien, je pense qu'il faut se poser la question comment on peut protéger ce patrimoine-là tout en consolidant et densifiant. Objectif 30 du PMAD, c'est de contribuer au rayonnement et à l'attractivité de la région par la réalisation de la trame verte et bleue métropolitaine. Tantôt, je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on avait beaucoup de concentrations récotouristiques, vous les voyez sur la carte, et on a aussi de nombreux parcs et espaces verts, et on sait qu'ils ne sont pas toujours mis en valeur, ne sont pas toujours protégés, et aussi ils ne sont pas connectivité et il n'y a pas de vision d'ensemble. Alors, ce qu'on veut pour le PMAD, c'est préserver, consolider, mettre en valeur et connecter les espaces naturels et récréatifs tant en milieu urbain, périurbain que rurbain. On veut aussi renforcer les dimensions écologiques, récréatives et paysagères du territoire métropolitain, parce qu'il y a des lieux où il y a des paysages extraordinaires qu'on voudrait les faire découvrir à notre population. Et ce qu'on veut surtout, c'est que ces lieux-là soient facilement accessibles à la population, particulièrement en transport actif ou collectif. Donc, une façon d'y arriver, eh bien, c'est par l'intégration du concept de la trame verte et bleue métropolitaine. En fait, le concept de la trame propose une vision commune et unique afin de mettre en valeur, justement, les concentrations récotouristiques, nos parcs et nos espaces verts. Le concept définit 3 axes d'intervention importants. Vous avez, je ne sais pas, Marianne, si tu peux, avec la petite souris, pointer les monts et collines. Alors, vous avez l'axe d'intervention qu'on appelle le parcours des monts et collines, qui met en valeur le Piémont des Laurentides et il se déploie vers les grands parcs et espaces naturels ainsi que les concentrations récotouristiques. Un autre axe d'importance pour le concept de la trame verte et bleue métropolitaine, eh bien, c'est le parcours du fleuve. Ça, le parcours du fleuve, je pense qu'il y a bien des gens qui le connaissent bien. C'est de part et d'autre le fleuve Saint-Laurent et c'est de mettre en valeur justement le fleuve Saint-Laurent. Et ce qui unit le parcours du fleuve aux monts et collines, eh bien, ce sont les coulées vertes et bleues. On a identifié le concept, la trame a identifié 8 rivières qu'on appelle les coulées vertes et bleues. C'est les principales rivières du territoire métropolitain et c'est ces coulées-là qui font le lien entre les 2 autres planifications. À travers ces axes d'intervention-là, on veut justement créer des liens récréatifs. Tantôt, je vous ai parlé de rendre accessible aussi au transport actif ces lieux-là. Donc, on a quand même ce qu'on demande et ce qu'on a intégré dans le PMAD, c'est vraiment le concept de la trame et on demande aux composantes d'intégrer ce concept-là dans leur planification, de considérer ce concept-là dans l'aménagement et le développement de leur territoire et évidemment à l'échelle régionale parce que c'est un concept qui a été élaboré à l'échelle métropolitain. Alors, plus précisément, ce qu'on souhaite, c'est assurer l'évolution et le déploiement de la trame verte et bleue métropolitaine en mettant en valeur et en connectant les milieux naturels et récréatifs, ainsi qu'en favorisant la découverte des paysages identitaires. Donc, je vous ai parlé d'intégrer le concept, mais chacun des axes d'intervention que je vous ai parlé tantôt, eh bien, on a élaboré une planification. Alors, la planification au niveau des monts et collines, eh bien, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en valeur cette planification-là. On veut que les MRC identifient les points de contact structurants, les noyaux secondaires. On veut vraiment mettre en valeur et protéger ce milieu-là. On veut aller chercher la connectivité entre les différents milieux et on veut aussi déployer, on veut retrouver encore plus de concentration récréotouristique et encore plus de milieux naturels. Donc, on demande aux composantes d'aménager en fonction de cette planification-là. Et c'est un peu la même chose pour la planification au niveau des coulées vertes et bleues. Tantôt, je vous ai dit qu'on avait 8 rivières, 8 coulées vertes et bleues. Chacune a sa propre identification, chacune a sa propre histoire. Alors, on veut vraiment que ces
planification-là, que cette planification-là se retrouve dans les schémas d'aménagement et qu'on puisse identifier aussi les pôles récréatifs, les aires d'accueil municipales et secondaires. Ce qu'on souhaite pour les deux planifications, c'est vraiment de développer ces planifications-là davantage, d'identifier des pôles, d'en créer de nouveaux, de mettre en valeur les pôles existants, mettre en valeur les accès aux rivières et pour pouvoir mieux connaître notre territoire et aussi apprécier les paysages. C'est ce qu'on demande à nos composantes, c'est vraiment d'intégrer le principe de la trame verte et bleue, qui est quand même un projet qui est important pour la communauté métropolitaine. C'est une façon aussi de créer des milieux de vie durables. C'est une façon aussi au niveau de la santé, puis au niveau aussi du développement de la résilience. Je pense que la trame est un bon élément pour ça. Alors, je cède la parole maintenant à Anthony, qui va vous parler du parcours du fleuve plus précisément. Oui, merci, Carole. Donc, effectivement, je vais compléter les orientations en faisant un tour d'horizon de l'orientation 8 qui porte spécifiquement sur le fleuve Saint-Laurent. Puis ça va vraiment en continuité avec ce qu'on vient de présenter, là, ce que Carole vient de présenter par rapport au parcours du fleuve. Parce que l'orientation 8, à toute fin pratique, c'est l'intégration de la planification du parcours du fleuve, donc un des volets de la trame verte et bleue. Dans le PMAD, il y a une orientation qui est attribuée spécifiquement à cette planification-là. Pourquoi? Comme Antoine, je pense, l'avait mentionné en début de rencontre, il y avait une volonté au départ, quand on a initié la révision du PMAD, d'accorder une importance un peu particulière au fleuve. Donc, reconnaître cet élément-là très important, très structurant pour la région. Et puis aussi, ça reflète aussi un peu le travail qui est fait aussi qui a été fait durant les dernières années par la CMQ en lien avec le fleuve, entre autres avec la coordination d'une table de concertation au fleuve. Donc, c'est un élément structurant qui est reconnu par la CMQ. Donc, quelques éléments de contexte, évidemment, le fleuve des secteurs riverains qui présentent beaucoup de milieux naturels d'intérêt, donc des milieux uniques à préserver puis à valoriser. Il y a des grands ensembles dans la région métropolitaine, des grands ensembles écologiques d'intérêt. On pense aux bâtures de Saint-Augustin, à Lévis, les bâtures de Lévis, de Beauport, Chenal de l'Île d'Orléans, sur la côte de Beaupré aussi, puis dans le secteur du Cap-Tourmente. Donc, beaucoup de secteurs d'intérêt. Évidemment, des milieux qui fournissent beaucoup de services. On parle de plus en plus de services écologiques dont on connaît de plus en plus la valeur. Et aussi, ça fournit évidemment des habitats uniques au niveau de la biodiversité. Par contre, au fil des années, les pressions de développement, comme partout ailleurs, ont mené à un morcellement de ces milieux naturels-là et dans certains cas, carrément une perte de certains milieux avec les services qu'ils fournissent. Un autre aspect important, toujours en termes de mise en contexte, c'est le potentiel très intéressant du fleuve, évidemment, au niveau des activités récréatives. On avait fait un inventaire il y a quelques années des accès publics au fleuve pour l'ensemble de la région métropolitaine. Il y a 76 accès publics dans la région métropolitaine. Donc, ils sont en termes de nombre répartis de façon assez équitable sur l'ensemble du territoire. On en a inventorié 25 pour l'agglomération de Québec, 25 à Lévis et 13 pour les MRC, Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Par contre, malgré qu'en termes de nombre, on peut voir un certain équilibre, il y a quand même des grandes différences au niveau, un certain décalage au niveau du type d'aménagement, des services qui sont disponibles. Donc, la qualité des aménagements peut varier aussi, puis l'accessibilité. Donc, il y a quand même, je pense, du travail à faire là, pour consolider ce beau réseau-là, pour en profiter davantage à l'échelle métropolitaine. Et puis, évidemment, il y a toute la notion, je vous rapidement, de paysage et de patrimoine qui sont reliés à ça, là, qui s'imbriquent là-dedans. Essentiellement, le PMAD reprend les plans d'ensemble qui ont été élaborés dans le cadre du parcours du fleuve. Je prends quand même une seconde là, pour parler un peu de la démarche pour élaborer un élément de vision, parce que tout ça s'appuie sur une vision qu'on veut développer à plus long terme. Donc, on est parti avec l'esprit du lieu, donc la réalité sur le terrain, quel est le potentiel des différents endroits le long du Saint-Laurent et sur quel potentiel on peut miser pour valoriser ces accès-là, donc l'esprit du lieu, qui regroupe, comme je disais, plusieurs éléments qui s'imbriquent un peu, donc milieu naturel, milieu récréatif, le patrimoine, les paysages, la culture, donc d'un endroit à l'autre, on peut miser sur ces éléments-là pour valoriser le fleuve et développer le parcours du fleuve. Tout ça pour élever l'unicité du fleuve, donc, puis favoriser à plus long terme une approche de découverte, donc de mise en valeur du fleuve. On parle que historiquement, malheureusement, on a de plus en plus tourné le dos au fleuve. Là, ça commence à changer. On ne part pas de zéro, évidemment. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Une approche de découverte, puis une opportunité de création. Donc, faire preuve de créativité en valorisant le fleuve.
Donc, comme je disais, tout ça se traduit en plan d'ensemble. C'est vraiment les éléments qu'on retrouve qui sont proposés pour l'orientation 8 sur le fleuve pour le PMA. Donc, un premier objectif en lien avec les milieux naturels, donc mettre en valeur et préserver les milieux naturels caractéristiques du fleuve Saint-Laurent. Donc, on retrouve les grands ensembles qui ont été identifiés qui représentent un potentiel encore à ce niveau-là. Donc, il y a des pôles nature, mais aussi des corridors, parce qu'il y a la notion de connectivité écologique qui est toujours important quand on parle de conservation. Donc, ça se traduit dans le plan d'ensemble du parcours du fleuve. Ensuite, on a identifié un certain nombre de pôles récréatifs. Donc, des endroits où il y a un potentiel de valorisation là, au niveau des équipements, des services, des activités. Donc, l'idée, c'est d'animer ces endroits-là pour ne pas en faire uniquement des lieux de passage, mais des lieux qui vont attirer les gens pour qu'ils restent, pour en faire vraiment des lieux de vie, des lieux animés. Donc, en mettant en place éventuellement, en reconnaissant ces pôles-là pour favoriser la mise en place de services, d'activités, ainsi de suite. Puis, dans le secteur un peu plus central de la région métropolitaine, près du centre-ville de Québec, la vision proposait un pôle plus découverte, étant donné l'achalandage puis la nature des lieux. On considérait que c'était un bon endroit là, pour favoriser la découverte et l'interprétation du fleuve et de ses richesses. Ensuite, il y a d'autres types de pôles récréatifs qui ont été identifiés. Ce sont des pôles récréatifs axés sur l'eau, donc qui s'ajoutent à ça. Donc, c'est des endroits, par leur caractère, par leur potentiel, sont peut-être propices à plus long terme là, à favoriser un rapprochement avec l'eau, voire des activités de contact avec l'eau. C'est sûr qu'il y a toujours des enjeux, qualité de l'eau, tout ça, des réalités par rapport au courant, marée, ainsi de suite, là, des contraintes, mais il y a des endroits où il y a vraiment un potentiel peut-être pour profiter plus de l'eau et se rapprocher de l'eau. On parle de baignade, on commence à en avoir un petit peu, mais ça peut être aussi d'autres types d'équipements, d'activités. On peut penser à une valorisation de la route bleue ou encore d'autres activités à caractère nautique, là, donc qui se prêtent très bien à ces endroits-là. Donc, on encourage la reconnaissance de ces pôles-là. Puis finalement, la notion de réseau est tout aussi importante pour les activités récréatives. J'en parlais au niveau des milieux naturels, la connectivité écologique, mais favoriser un réseau des accès publics pour valoriser davantage tous ces pôles-là, puis en faciliter la mise en valeur et l'accessibilité. Donc, c'est pris en compte, c'est présenté dans le plan d'ensemble. Différents types de réseaux dans le secteur plus dense, plus urbanisé, des promenades riveraines. Comme je disais, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites récemment, mais on pourrait poursuivre en ce sens-là. Ailleurs, ça va être des parcours avec des arrêts plus ponctuels. Donc, il y a un potentiel à ce niveau-là. Des parcours de hauteur en haute falaise aussi à certains endroits. Donc, c'est des éléments qu'on retrouve dans le plan d'ensemble. Ce qui était la dernière carte là, du plan d'ensemble. Si on a une vision globale de tous les éléments que je viens de présenter séparément là, pour compléter le tour d'horizon de l'orientation 8 et des 4 qu'on présentait ce matin.